Et ensuite, le deuxième atelier demain matin, c'est la mise en pratique formelle de la technique de la sécrétion sacrée. L'idée du processus développé, on va dire, c'est de vous permettre de constater qu'avec plus de connaissances encore, cette technique est innée, parce que de toute façon, elle est là. C'est de pouvoir y accéder dans sa nature totalement naturelle, dans sa nature organique, sans effort. Par contre, ça ne veut pas dire que pour réaliser la pratique, on n'a pas d'effort à faire. C'est le contraire, la pratique, elle est là, parce qu'en fait, c'est pas une pratique. On pourrait parler plutôt de technologie ou de technique, parce que c'est scientifique. Il n'y a rien de spirituel là-dedans. La descente de l'esprit, c'est la résultante de la maîtrise de cette technique. Et pour maîtriser cette technique, il n'y a qu'à observer les êtres un peu avancés qui sont passés avant nous. C'est des personnes qui avaient un comportement, un tempérament, un état d'esprit et un verbe spécifique. On les identifie comme ça. Alors que lorsqu'on a des transmetteurs de l'information de ce niveau fondamental et donc crucial, ces personnes doivent effectivement pouvoir s'exprimer avec un verbe qui est le leur. Même si aux yeux des gens, il peut sembler étranger, ce verbe, les ondes, les fréquences et la volonté est transmise à chacun. Voilà. Les mères le font par nature, les mamans. Les personnes qui s'occupent des animaux le font aussi par nature. C'est juste que nous, on oublie de le faire entre nous quand même. Pour descendre à une échelle extrêmement basique de l'information, de la manifestation. Donc ce matin, on s'est vraiment employé, vous l'avez compris, je pense, ou alors j'ai pas été bon, ce qui peut arriver aussi. On a vraiment désacralisé beaucoup de choses. On est vraiment passé du côté ténébreux à la lumière simplement par l'information, par la connaissance. Donc une fois qu'on a admis que par l'information intelligible, donc la connaissance, information intelligible, donc la connaissance, une fois qu'on a admis cette étape-là, il nous reste deux grands paliers, on va les nommer comme ça, à expérimenter et à traverser. Alors, c'est pas les moindres, hein, parce que le premier de ces grands paliers va être effectivement donc, dans un premier temps, la reconnaissance de ce que c'est que mes structures. Parce que ça aussi, on en parle beaucoup, mais concrètement, tout de suite, moi, on me demandait de décrire l'âme, je serais un peu dans difficulté. Voilà, donc j'aurais aucune difficulté à pouvoir décrire l'âme en parlant d'onde, en parlant de substance, en parlant de présence, en parlant de ce qui la caractérise, trait de caractère, personnalité, énergie, vivacité, etc., etc. Mais quant à lui donner une description physiologique ou physique, on va être abstrait. Et ce matin, nous avons expérimenté une autre forme abstraite en tant que substance qui s'appelle l'éther. Et nous sommes entrés en contact avec cet éther. Et on prend la même dynamique à partir de l'âme. Ce qui est magnifique avec l'âme, c'est que nous sommes en contact avec notre âme à chaque instant. Sauf si on empêche la communication. Et donc le travail d'être dans une transduction permanente de l'âme, et je ne parle que d'une structure, mais c'est la structure primaire de l'édification de la déité des structures, ou de l'édification structurelle de notre divinité, c'est plus correct comme ça. Il est important pour pouvoir effectivement à un moment donné interagir consciemment à chaque instant avec l'ensemble de mes structures de la déité, c'est d'accepter rentrer en dialogue avec l'âme. On pourrait parler dans un autre niveau d'information de conscience plutôt que d'âme à ce niveau-là, c'est-à-dire simplement avoir l'envie de développer sa conscience pour élucider qu'est-ce qui bloque les freins de ma communication, de ma communion avec ma déité en fait. Alors là, j'ai utilisé des mots assez involutifs, hein, qu'est-ce qui bloque, ou les freins, voilà. L'idée, ça va être ensuite de transposer cette information quelque part dans son contraire, dans son miroir, dans son reflet. Comme ce matin, nous avons pu traiter le mur. À deux, trois témoignages, vous avez verbalisé ce qui vous semblait être un frein, un obstacle. Moi, j'ai traduit cela comme étant le fameux mur. Ce mur reste de la lumière dans sa nature fondamentale. On a bien vu ce matin que, quels que soient les événements de la réalité qui sont les miens, matériels ou immatériels, il y a un classement dans ma conscience qu'on appelle le jugement, qui s'effectue comme bien ou mal finalement. Ça fait partie de nous. La notion d'évaluation du bien ou du mal, du jour et de la nuit, du chaud et du froid, de la sagesse et de la moins sagesse, je vais pas aller plus loin, etc., etc., c'est réellement ce qui va donner de la justesse, de la finesse dans ce jugement. N'ayons pas peur de ce mot, hein, c'est un verbe créateur fondamental. Ce qui va donner de la valeur à ce jugement,
c'est qu'il soit exempt de tout reproche, de tout pseudo-jugement. Ce que nous nommons être un jugement, c'est forcément négatif. Comme la critique. Souvent, quand quelqu'un reçoit une critique, le simple fait que s'il soit « permets-moi de critiquer », il s'imagine qu'on va lui faire des reproches. La critique n'est pas un reproche. La critique, c'est une analyse critique, par définition. Qu'est-ce que ça permet, cette critique? L'évolution, en fait. Voilà. Et dans le travail qui est le nôtre aujourd'hui, si on revient à la grabosphère, à quel moment la diffusion de cet enseignement se permet de recevoir la critique du public? Ça fait des années qu'on leur dit que c'est pas forcément intelligible pour assez de gens, donc c'est bien beau de parler d'unicité, de conscience de masse et de résurrection universelle, alors que l'information de base n'est même pas accessible pour le commun du mortel. C'est pas cohérent. Donc mais c'est nous qui l'avons créé, ça. Hein. C'est-à-dire qu'eux, ils sont venus avec des idées, ils ont commencé à diffuser leurs idées, mais nous, on les a pris pour argent comptant quand même, ces idées, qui aujourd'hui s'engagent dans la transformation de cette information à partir de son champ de connaissances et dans l'exemplarité de sa propre pratique. L'éthique et la morale, en fait. Et donc, si on en revient à la connexion à l'âme, eh bien, je viens de vous lister, on vient d'édifier le nombre des remparts qui vous séparent du langage de votre âme. Moi, tout ça, je le range dans hygiène de vie, en fait. Voilà, ça porte un emblème, là, hygiène de vie. Et ce matin, on a travaillé à partir de la pureté. Donc, la lumière de notre pureté, de notre sagesse, de notre présence, de notre analyse, de notre patience, de notre compassion, de notre écoute, etc., etc. Donc, que des vertus. C'est un verbe créateur féminin, vertu, nous amène automatiquement, inéluctablement, si nous sommes exemplaires de cette analyse, pas simplement d'étudier, il faut le pratiquer, il faut devenir représentatif de ce que nous étudions, jusqu'à ce que l'autre le constate. Là-dessus, je me remets moi dans ma position de base, c'est-à-dire que remettez absolument en cause tout ce que je vous dis. Le meilleur guide, le meilleur maître, le meilleur enseignant qui sera le vôtre, c'est vous, pour vous-même. Et par contre, qu'est-ce qui nous y emmène? C'est la sécrétion sacrée, clairement. Là, on anime, on fait remonter clairement l'information du maître en nous. Et je reviens aux paroles de Spalding, où lorsqu'il a interrogé un cénacle de maîtres en leur disant « Mais à votre avis, aux États-Unis, combien de personnes réalisées sont présentes ?» Les maîtres lui ont répondu « à peu près 150 millions, autant que d'habitants. » Il veut dire que les anges déchus, c'est nous. Bienvenue au royaume des morts. C'est un postulat aussi sombre que réel. Nous sommes ces anges déchus, vous êtes les archanges de l'éternité, mais on a oublié nos ailes en chemin. Et notre place a été offerte à nos clones, à nos doubles, à nos manipulateurs, portant eux notre génome divin. C'est ça que nous sommes venus réguler. Et comment le réguler? Il faut arrêter de les nourrir. Il faut arrêter de penser à eux, il faut arrêter de les prier, il faut arrêter d'avoir de la dévotion ou pour quoi que ce soit qui se trouve à l'extérieur de vous. Là, je pense avoir fait la synthèse de l'exercice de ce matin, avec une méthode ce matin, par contre, qui nous permettait de mieux comprendre le comment. Et donc, il y avait un exercice qui est prévu avant de passer donc au verbe créateur. Je dialogue avec mon environnement, on se rend bien compte, la première étape, c'était l'activation de l'énergie divine. Je reprends bien le mot activation, on l'a transformé un peu ce matin, c'est élucidation, reconnexion, reconnaissance, connexion, mais pas réellement activation. Techniquement, c'est un peu ça quand même, parce que je pense qu'il y a une stimulation qui se crée, qui génère l'énergie, qui nous met sur le bon plan de sa présence, et on accède au niveau où là, ça y est, on est dans la relation à l'éther, en fait. Et on laisse l'astral au niveau terrestre, au niveau du substrat, au niveau du silicium, au niveau de la terre, pour des processus de régénération. N'oublions pas que la lumière de l'astral, c'est la lumière originelle du monde structurel. L'éther, c'est la lumière par laquelle je crée. Alors, dans l'activation des structures divines ou dans la reconnaissance de l'énergie divine, nous avons ce que j'avais nommé dans la présence, la posture de l'homme fondamental. Donc, la posture de l'homme fondamental, on en a vu une très rapidement par rapport à la posture de l'arbre. Hein. C'est vraiment une technique taoïste, multimillénaire, assez basique. Basique en ce sens où elle est à la portée de n'importe qui.
et elle fait vraiment bien le job. Alors, si on pousse cette technique maintenant un tout petit peu plus loin. Alors, le point de départ, c'est de générer cette posture. Pourquoi fondamentale? Parce que je vais plus me positionner comme un homme qui a des obligations, à devoir se tenir la tête haute, d'être droit, pour toutes les raisons que le monde matériel m'impose. Si je relève la tête, c'est parce que je suis connecté au divin, mais je peux aussi me permettre de m'assouplir pour me connecter à la gravité de la Terre. L'idée, c'est vraiment de faire descendre son bassin, son hara, au plus proche de la Terre, mais en restant campé sur mes jambes. Voilà. Et à partir du moment où je suis campé sur mes jambes, je vais induire une tension automatiquement. Il y a une tension qui se crée, qui va me faire prendre conscience de la manière dont mon corps est connecté au sol, à la terre. Point de départ. Donc automatiquement, bien entendu, je vais passer le premier palier au niveau horizontal. Ce palier se trouve sous mes pieds. J'ai une connexion avec le sol. J'édifie comme un tapis sous mes pieds par une vision spirituelle. J'ai réellement une hypersurface dans laquelle je me trouve au centre et cette hypersurface est en adhésion avec la Terre. D'accord? C'est une autre définition de l'enracinement. Ensuite, de cette posture, je vais monter ma conscience au niveau du ventre. Je vais donc avoir ici déjà le hara, mais je vais effectivement automatiquement par ce balayage, terre, donc ta voûte des pieds, sol, on va dire, on devrait dire sol normalement, sol, ventre et la couronne. Donc là, automatiquement, évidemment, je vais pouvoir redresser. En réalité, c'est plutôt cette partie-là qui nous intéresse, puisque le claustrum est ici, tous les ventricules se déploient à partir de là, et le troisième œil est à peu près 2 cm derrière ce point-là, et c'est surtout cette partie qui nous intéresse. Et nous savons qu'avec le liquide cérébrospinal, quand on incline légèrement la tête, c'est un signal structurel dans la colonne vertébrale où je vais connecter le phylum au ventricule, automatiquement. Pourquoi? Parce que je crée une tension. Exactement comme je viens de créer une tension. On comprend mieux comment Grigory Grabovoy nous dit que quand on est connecté à Dieu, on ressent des tensions. Non, mais c'est juste logique, en fait. Et les gens qui sont derrière l'ordinateur, on l'a fait là pendant 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, 4 ans, on sait. Oui, ok, tension, c'est bien. Oui, j'ai mal au cou, j'ai mal aux fesses. Oui, mais ça, c'est parce que tu es derrière un ordinateur assis sur un fauteuil et ça fait 4 heures que ça dure. Faut être logique. Ça peut participer, mais il faut juste être logique. De manière naturelle, je prends une position qui est en phase avec ma structure corporelle et par rapport à mon environnement. Et donc, ces tensions, effectivement, appellent mon attention, en fait. C'est par hasard s'il y a tension dans attention. Voilà. Qu'est-ce que j'en fais de ces tensions? Est-ce que je les subis ou est-ce que je les utilise? Comment je les potentialise? On a vu qu'à partir de la circulation de l'énergie, je vais peut-être me mettre plus comme ça pour, bon, ça changera pas grand-chose. Donc, ces tensions, je les exploite en quelque sorte pour permettre à ma conscience de se véhiculer, d'établir un dialogue du véhicule vers l'âme, rentrer dedans. On sait que le corps fait partie de l'âme. On sait que le corps physique, c'est le véhicule du développement de l'âme dans les expériences tridimensionnelles. À partir de ces tensions, je vais avoir comme une obnubilation pratiquement, je prends des mots très forts, mais je vais pas avoir d'autre possible simple que de ne pas prêter attention à ces tensions. C'est-à-dire que je vais orienter mon attention sur les parties du corps avec lesquelles je vais agir. C'est ce que font tous les professionnels du sport. Voilà, dès l'instant que tu veux être performant avec ton corps physique, tu es bien obligé de vivre une préparation et cette préparation va augmenter ton volume de concentration. Chez les Arabes, il y a un mot fort, ils disent Besmullah. L'appel à Dieu, tout puissant en fait. Besmullah. Voilà. En répétant ce verbe, qui est un logos, ils sont capables de tout déplacer. On émet des vibrations de la conscience qui peuvent absolument faire bouger des murs. C'est juste qu'on a oublié qu'on était capable de le faire, alors on a peur de le faire. Mais ça a été prouvé. Ça aussi, Björn Stein, il en parle énormément. Il s'est amusé à faire les parcours de Compostelle. On voit des cailloux qui font des tonnes. Et il explique que les gens, en chantant avec des vibrations, certains outils, déplaçaient des cailloux. Et ça se voit, géologiquement parlant. Ça s'analyse, on le sait. Tout comme le chaos qu'on a vu en photo aussi d'abord. Ces cailloux-là, ils sont pas arrivés en tombant du ciel. Ils ont été déplacés par des êtres qui jaugeaient la Terre à ce moment-là. Et on peut imaginer que pour porter un caillou de 200 kilos, en fait, le corps n'interagit pas directement. Par contre, il a une structure de vibration, d'onde, qui est en lien avec le matériau, en fait. Et donc, on peut même imaginer que chez les gens avait une adaptation du corps qui était en lien avec la constitution atomique de la pierre elle-même, si c'était une pierre. Mais ils se mettent en phase. Le verbe Besmullah, c'est je me mets en phase avec ce que j'ai à faire. Et pour cela, j'appelle Dieu.
Voilà, donc j'appelle pas Dieu de l'extérieur, hein. J'appelle Dieu de l'intérieur. Donc je prends cette posture de quelque chose, dans le Tao on appelle ça la posture de l'arbre, pour que tout ce que l'arbre caractérise. Donc je deviens moi-même un pilier enraciné à cette terre, avec des événements corporels qui sont capables de brasser les éthers et de structurer l'énergie vibrale en moi, en fait. La vibration de l'énergie vitale, l'énergie divine dans mon corps. Voilà, et donc je me mets tout simplement dans cette posture jusqu'à l'atteinte de niveau de concentration requis. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Votre corps va agir à partir de ces tensions. On l'a bien vu ce matin, ça commence déjà à se réactiver, regardez. Vous voyez, voilà, on l'a bien vu ce matin. Donc, moi, ensuite, je vais plus loin. Ça peut paraître encore présomptueux ce que je suis en train de dire, mais c'est comme ça que je le vis. J'essaye, en tout cas, je vais plus loin que ce qui nous a enseigné dans la base du Tao. J'imagine que quand on s'enferme dans un monastère de Shaolin, c'est transmis, hein. Là, c'est intuitif ce que je suis en train de vous dire. Et donc, je vais capter tout simplement dans cette posture les énergies de la Terre, les énergies telluriques. Vous voyez, c'est déjà en train de s'activer. Donc, mes yeux sont plongés dans le vide. Là, je suis dans un néant total. Pourtant, je suis en train de vous parler. Donc, il y a bien une dissociation de mes structures qui est en train de s'effectuer. Voilà. Et là, je sens dans ma main gauche que quelque chose vibre au niveau de la paume des mains. J'ai pas encore analysé quoi, mais j'ai beaucoup de salive qui se manifeste. Donc, les émonctoires sont en train de s'activer. Les lymphes sont en train de s'activer. Ce qui veut dire que par la connaissance, je sais que ma mécanique brownienne, mon mouvement brownienne est en train d'envoyer de l'énergie à partir des cellules. Descend dans mon cœur. Les yeux sont grands ouverts parce qu'on commence à voir très très clair. Et je crée l'unité entre l'éther et la terre, entre les énergies cosmo-telluriques. Et ensuite, cette énergie, vous pouvez soit la faire circuler librement en vous, voilà, soit la transférer vers quelqu'un qui pourrait potentiellement en avoir besoin. Et là, il s'agit pour vous d'être attentif à ce qui se passe dans votre espace cardiaque. Vous pouvez potentiellement avoir une interaction avec votre gorge à cet instant précis. Et puis ensuite, au niveau du troisième œil, votre front. Voilà, ça c'est une technique très simple qu'on devrait tous faire le matin au réveil et le soir au coucher pour tout simplement rester dans sa nature fondamentale en tant qu'antenne organique de réception et de transmission de l'énergie et de l'information. Donc ensuite, l'autre technique, je vais vous la transmettre en lecture et puis nous verrons en expérimentation. Donc là, on va descendre dans les enseignements qui nous ont été transmis à l'origine par Rudolf Steiner. Alors, on n'accède pas encore aux 6 exercices. Je le présente comme ça. Je crois que c'est toi qui les avais trouvés sur YouTube. Ils ont été présentés d'ailleurs pas mal. Enfin, j'ai enlevé le pas mal. Ils ont été bien présentés par quelqu'un là qui avait déjà fait une entrée en matière sur l'écosophie, l'anthroposophie, je crois, quelque chose comme ça. Je sais plus exactement. Et puis elle a fait une vidéo. Là, elle vient de présenter sa lecture des 6 exercices de développement spirituel. Je crois que même lui à l'époque parlait de développement personnel de la part de son enseignement. Ça, c'est les phases préparatoires aux exercices. Il s'agit de reconnaître, donc pourquoi je vous ai parlé des structures de la déité. Il s'agit de reconnaître qu'est-ce que c'est que la structure ou les structures de notre déité. On parle beaucoup du corps physique, on a un peu parlé du squelette, je dis un peu malgré qu'on en ait déjà parlé énormément, mais on n'en est qu'au début. Et donc, voici ce que Steiner nous a amené comme information pour mieux comprendre la manière dont nous pouvons nous augmenter, en fait. C'est-à-dire que l'être humain augmenté n'est pas un programme luciférien, n'est pas une technique arimanienne. C'est vraiment la trajectoire qui est la nôtre. Nous sommes venus nous augmenter. Aussi, ça casse un peu le mythe, hein. Ça désacralise. Voilà. Pour pouvoir augmenter l'incarnation jusqu'à sa déité, c'est-à-dire passer de l'astral à l'éther, passer du carbone à la silice, passer des ténèbres à la lumière, il faut comprendre comment ça marche.
La première étape, c'est de comprendre comment l'expression corporelle et la méditation permettent à l'homme de passer de la polarité de la lumière à la pesanteur. On peut comprendre des éthers à l'astral. Quand Steiner transmettait cela lui-même dans son lieu à l'époque, il mettait tout simplement les gens. Donc là, je vais vous demander, j'avais peut-être prévu qu'on sorte les tapis et qu'on le fasse, mais on va passer l'éternité dans la salle là sinon. Donc je vais vous demander de le vivre avec votre esprit et de toute façon d'en comprendre le sens parce que c'est assez frustrant tellement c'est simple. Le point de départ, il va être simple. Le premier exercice, je vais même pas besoin de m'expanser et de l'exprimer à la Steiner. Vous allez voir, c'est juste évident. Alors c'est plus simple quand on est allongé par terre parce qu'on aura la plasticité du corps de l'adaptation. Je m'explique. C'est-à-dire que logiquement, vous allez devoir créer un alignement, les jambes légèrement écartées et les bras qui sont tout autant. Déjà, ça nous rappelle notre pote Leonardo. On aura compris pourquoi il nous a fait des beaux dessins. Voilà. L'idée, c'est déjà d'avoir suffisamment de vigilance. Déjà, vous voyez, j'étais pas bon du tout. Le bras est aligné. Ça va être bien la caméra, ça remplace le miroir. Voilà. Le bras est aligné et crée une ligne droite entre le bras droit et la jambe gauche. Et puis ensuite, je crée une ligne droite entre le bras gauche et la jambe droite. Et là, ça y est, tout de suite, c'est activé. Ensuite, vous avez les deux mains, les deux doigts, les deux index qui deviennent des courants directeurs ou des catalyseurs de l'énergie. Et automatiquement, c'est marrant, il y a un oiseau qui vient de passer de là à là au moment où j'allais vous en parler. C'est exactement ce qui vient de m'arriver. On sent la transduction électromagnétique qui passe de la gauche à la droite, automatiquement. Et je sens l'énergie qui circule de mon pied droit à mon pied gauche. Et je deviens moi-même le sceau de Salomon, la Merkaba. Et si vous regardez ce mouvement-là, on va y aller ensemble. Ici, vous avez un triangle, la pesanteur, et ici, j'en ai un autre. Voilà. Et quand on s'entraîne à faire ça, on s'entraîne à faire ça de manière de plus en plus logique, on réinduit dans le corps la circulation de cette énergie à partir de ces deux triangles qui nous connectent autant à la pesanteur qu'à l'élévation, à l'espace. Et ensuite, si je ne me soumets pas à des pressions environnementales, je vais pouvoir jouer la rétractation. Ça représente l'homme dans sa structure fondamentale. Alors, je vais quand même lire l'exercice à la Steiner. Donc, Steiner faisait prendre à ses disciples la certaine attitude corporelle que je vous ai présentée. Donc, moi, personnellement, pour la réactiver cela, je profitais de mes états de méditation, je sortais de mon tapis de méditation, j'allongeais ma couverture par terre et je faisais ça allongé sur le sol. Voilà. Pour vraiment, c'était plus... Alors, là où je l'ai découvert naturellement, c'est dans ce que vous allez faire jeudi. Quand vous allez être à l'horizontale, en apesanteur dans l'eau, pensez-y. Et utilisez l'eau comme conducteur. Et n'ayez pas peur de vous prendre une décharge électrique. C'est de l'eau. Donc Steiner faisait prendre cette position à ses disciples. Il faisait donc placer les jambes, ça je vous ai expliqué, on va pas y en venir, je vous ai montré. Donc ce qui se passait très rapidement dans la plupart des personnes, eh bien, c'est que les gens se rendaient compte par la perception, même certains les voyaient, il apparaissait à partir de la conscience authentique. Steiner parlait de conscience authentique. Magnifique. Donc, à partir de la conscience authentique, les gens voyaient les lignes. Alors, d'abord, on les ressent, et puis on les apprivoise. Ensuite, on travaille avec. Sam, gomme, j'étudie, j'intègre, je médite, je me concentre, et je pratique. Tout ce qu'on se dit là, pensez à l'amener avec vous dans votre quotidien. Et puis, à un moment donné, c'est intelligible. Vous avez rencontré quelqu'un dans l'environnement. Les animaux nous le rendent bien, Quand un chat vient se positionner à côté de nous, vient lover, il vient dégager. Quand le cheval, il se met en fréquence avec nous, le chien voit nos sentiments. Enfin, les animaux nous le rendent bien. Ça aussi, ça peut être on peut voir une espèce d'effet miroir par rapport aux éléments de la nature pour voir le niveau où nous en sommes, en fait. Et encore une fois, je parle pas de niveau d'élévation, je parle de gradation. Parce que de toute façon, on est dans tous ces niveaux simultanément. Donc, on n'a pas besoin de se prendre le melon. C'est juste de savoir à peu près, au début, dans quel plan on se situe. Voilà. Et par la relation aux événements naturels, l'eau, le vent, la terre, les animaux, etc., on voit si on est dans un processus qui se rapproche du vivant ou pas, tout simplement. Et après, c'est l'homme. La relation à l'homme, les enfants particulièrement, ils se privent pas de nous le transmettre. Et ensuite, les situations qui nous semblent complètement incongrues. Il faut bien penser à les ramener à ce que nous sommes en train de développer.
et de voir la corrélation avec l'énergie qui circule, qu'est-ce qu'on en pense, dans quel état je suis, est-ce que je suis heureux, est-ce que j'ai peur. Voilà, c'est vraiment en permanence, c'est ça l'état d'hyperconscience. C'est comme ça que se déplacent les chauves-souris. Hein. On voit des ondes dans leur environnement et à faire. C'est vraiment à faire au niveau de l'information. Voilà, donc les gens pouvaient vraiment accéder jusqu'à une perception optique des lignes de force, les fameuses lignes de force dont on nous a parlé. Les lignes de force, c'est de l'extrémité de la main droite à l'extrémité du pied gauche. Première ligne de force, extrémité de la main gauche à le pied droit, deuxième ligne de force, et ensuite les deux champs de force. Moi, alors aujourd'hui, maintenant, je le fais debout. Dans la nature, ça va tout seul. Il faut juste reprendre l'habitude du schéma, en fait. Et donc ça, pour moi, en tout cas, ça a été plus simple quand j'étais allongé après des grandes méditations. Le corps est souple. Alors, je pense aussi tout simplement, essayez de le faire en sortant de l'eau aussi jeudi, parce que l'eau elle sera à 34 degrés, 33-34 degrés. Donc le corps sera détendu et donc vous aurez une connexion. Ça aussi, hein, la connexion avec les structures. Là, vous allez le sentir votre squelette. Hein. Vous êtes dans un état amniotique. Alors l'idée, ensuite, pour passer à l'étape réellement de la réinitialisation, donc ça va être de le faire sur des périodes de plus en plus longues jusqu'à l'avoir totalement stabilisé, hein, ce qu'on appelle vraiment l'état de perfection. Et donc, il s'agit de pouvoir faire l'expérience qui va effectivement permettre à chacun d'entre nous de lâcher le mystère. J'insiste là-dessus, c'est vraiment important. On revient, hein, j'aurais presque pu dire l'axiome, mais c'était moins vendeur peut-être, revenir à la base. Voilà, l'idée, c'est de désacraliser parce que, encore une fois, nous sommes venus avec tous les codes. Nous en sommes les porteurs de ces codes. Ok. Alors, l'étape d'après, par rapport à cet exercice, on va le faire en restant assis par l'imagination. Alors, si vous avez envie de vous lever, vous vous levez. Mais pour les personnes qui ont suivi le code source, qui à l'époque, pour moi, était vraiment sa première fois que j'écrivais un enseignement et que je parvenais à le transmettre, ça remonte pas très très loin, ça fait même pas 3 ans, je crois. Hein. Et le code source, il est né d'une question qui m'obnubilait littéralement, c'était mais le sang, la source de notre sang dans le corps, c'est où? Mais plus j'avançais dans la compréhension de ce que nous transmettait Grabovoi, plus j'avais la sensation qu'il me manquait quelque chose pour accéder au palier réellement en fait du contrôle de la réalité concrètement dans la matière en fait. J'avais l'impression de comprendre, de pouvoir en parler, de le communiquer. Il y avait des concentrations universelles à l'époque, etc. Mais dans ma réalité personnelle, moi, je me voyais avoir de moins en moins de besoin de compensation émotionnelle. C'était déjà très important pour l'hyperactif que j'étais, ultra sensible, hyper vachement beaucoup. Donc c'était déjà une belle évolution. Mais je voyais pas mon environnement m'offrir la possibilité de créer ce que je voulais, pour le dire clair. Parce que souvent, c'est un peu ce qu'on attend du contrôle de la réalité. Je voyais bien des améliorations, mais j'avais pas la raison du comment en fait. Et puis, plus je me questionnais sur cet état de fait-là, plus je pensais à mon sang. Plus mon attention était portée sur mon sang. Ah, puis à un moment donné, je dis ok, le sang, le cœur, les veines, les artères, ok, pour un ancien junkie, il y avait vraiment quelque chose à faire. Mais le sang, il est où? Quand est-ce que je vais pouvoir me le réinformer, mon sang? Comment je peux réencoder mon plasma sanguin? C'est peut-être le truc que j'ai à faire pour me débarrasser des toxines que mon corps transporte encore, en fait. Je vous avais parlé de cette sortie de séminaire 22 PRK, où j'avais passé 10 jours à me concentrer sur les informations obsolètes que je pouvais encore porter en moi, mais dont je n'étais pas forcément conscient. Au bout du 3e jour, c'était le jour de mon anniversaire, j'avais des œdèmes plein le corps. C'est-à-dire que partout où je m'étais piqué à l'héroïne, mon corps l'avait manifesté. Ça faisait 25 ans que j'avais décroché. Donc les mémoires dans le corps, les informations cellulaires, il faut en être très lucide pour pouvoir accéder au programme, parce que c'est ce jour-là où je me suis défait de l'addiction. Je me poser une palette d'héroïne ici, je ne saurais pas quoi en faire. C'est un autre monde, c'est pas ma réalité, ça m'intéresse plus. Même à se demander si ça m'a intéressé un jour. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ce processus est très actif en moi? J'ai identifié l'origine dans le code source, c'est-à-dire comment mon sang est généré. Donc, on passe au système hématopoïétique, en étroite relation avec la génération du liquide cérébrospinal. Voilà. Et oui, les plasmas dans le corps, voilà, tous les fluides. Et dans le système hématopoïétique, l'hématopoïèse a lieu dans la moelle osseuse, pas la moelle épinière, la moelle osseuse. Et dans cette moelle osseuse, vous rentrez dedans, je ne savais pas du tout. J'aurais craché, je crache par terre.
Je savais pas du tout quand j'ai écrit cet enseignement sur le code source, je savais pas du tout que ça faisait partie des enseignements de Steiner. Et là, je l'ai sous les yeux. À l'issue de cette technique que l'on vient d'initialiser, Steiner permettait à la conscience des hommes de pénétrer leur moelle osseuse pour réencoder leur trajectoire, c'est-à-dire se reconnecter aux mémoires de l'humanité. Je me prouve maintenant, grâce à votre travail, que j'avais vu juste et que c'est vraiment là qu'on va chercher l'information d'origine. C'est-à-dire que toutes les mémoires de l'humanité sont dans la moelle osseuse.